Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur le NLP Trainer and Consultancy Certification. On arrive sur la session numéro 8, c'est-à-dire qu'il nous en reste plus que 4 après. Et en l'occurrence, là on a travaillé sur en tout cas les masterclass, ils nous ont proposé de travailler sur les exercices basiques que l'on peut designer, qu'on peut mettre en place pour bien sûr que les apprenants puissent avancer. Donc il rappelle un petit peu au départ ce qui est le but d'enseigner et former à la pratique. Il reprend toujours les mêmes modèles, donc vous savez maintenant qu'il utilise énormément le TOT, donc il y a l'input avec la présentation, après test, la cartographie cognitive vers les différentes activités qu'on va proposer sur l'opération, et exit qui entraîne logiquement à l'action. Et dans le cheminement entre le test et l'opération, à ce moment-là, on sait que on a le training. C'est ce qui nous permet de nous dire le mouvement, il se fait entre tester et opérer. Le test, si on est assez cohérent, représente à ce moment-là le premier test, les instructions à l'enseignement. On revient sur un slide dont je vous avais déjà parlé qui est plutôt intéressant. Quand on formalise un programme, il y a le setup, la présentation, la démonstration, les activités d'apprentissage, la discussion, la réflexion, les retours. Donc, l'idée dans la notion d'activité et d'apprentissage, ça va être vraiment d'être dans l'opération. Le but général des exercices et des activités, c'est d'illustrer les principes clés et les modèles conceptuels qui ont pu être proposés. Donc, les objectifs, c'est activer les références les expériences de référence par le modèle et le package cognitif, et connecter, et où d'ailleurs connecter, les expériences de référence au modèle, à la cartographie cognitive. Les différents types d'activités, il y a les activités de découverte et les activités d'application. Les phases d'apprentissage pour permettre mieux la focalisation expérimentale, on va retrouver quelque chose qu'on connaît bien. C'est en gros utiliser l'imagination et les souvenirs. Donc pour lui, il y a se souvenir des expériences de l'apprenant, aller dans une expérience as if, comme si, to pretend, et construire et imaginer les différents éléments pour l'apprenant, et prendre en compte les différentes expériences externes qui pourraient se passer en temps réel. Bon, après c'est des petits jeux, des petits exercices qu'il propose. Il revient beaucoup sur la notion de se mettre sur des notions de méta. Donc là, il donne un exemple après par rapport au rapport. C'est vrai que cette notion sur les exercices, c'est quelque chose qui peut avoir de l'intérêt. Alors, parce que moi là, je constate beaucoup, au fur et à mesure, il y a vraiment une notion dans la version 3e génération de Dills qui est très ludique, très mouvement, très recherche d'apaisement au travers de différents thèmes. Après, il reprend quasiment toujours les mêmes types de jeux, c'est-à-dire on se lève, on se met dans un coach state, donc dans une transe. Après, on va avoir une espèce de marelle, qu'importe comment elle va être développée, comme je vous ai pu vous en parler hier avec le sort par exemple, ou avec ce qu'on a déjà fait sur le passé, présent, futur. On va simplement avoir ces mouvements-là, ces mouvements physiques, avec, comme eux, ils mettent en avant beaucoup la sémantique corporelle, comment tu vas bouger, comment tu vas ressentir les choses. C'est toujours une idée de toucher ces différentes formes d'intelligence, donc physique, psychique, émotionnelle. Il y a une espèce de rituel dans toutes ces façons d'enseigner et dans vraiment l'approche que propose Dills, qui est beaucoup plus
ouais, ludique. Et j'avais vu ça chez Grinder, hein, avec tous ces travaux de mouvement. Moi, c'est vrai que quand j'y cogite et quand je l'ai fait, j'y adhère pas particulièrement, mais je comprends que ça puisse ouvrir des expectatives pour des personnes ou tout simplement interrompre des patterns. Parfois des patterns liés à nos problématiques, à des choses qu'on n'arrive pas à gérer, etc. etc. Et donc, designer des exercices, c'est quelque chose d'intéressant, mais si moi je reprends par exemple ce que je propose déjà en formation, mes exercices, c'est souvent, ça en découle d'une explication théorique, et c'est toujours basé par rapport à ce qu'on va faire dans la réalité en pratique. Donc il n'y a pas de jeu, il y a certainement des jeux dans lesquels on peut se mettre, mais pour moi, l'intérêt, c'est d'arriver vers du concret, donc du réel, donc pas faire de jeu de rôle, justement, qui me semble trop projectif et qui peut se dissocier d'une réalité, parce que quand on est dans un modèle de jeu, et que l'autre est aussi dans un modèle de jeu, on prend par exemple dans un travail en hypnose, qu'importe ce qu'on va étudier, que ce soit les inductions, que ce soit un travail vraiment thérapeutique, que ce soit un travail plutôt de coaching, que ce soit un travail sur des profondeurs, que ce soit un travail sur différentes choses, si l'autre fait comme si, ou répond avec des faux thèmes, on va être biaisé. Parce que l'implication des deux n'est pas la même. Alors que quand on aura la réalité du terrain, il y aura un changement d'énergie et de paradigme qui ne sera pas du tout celle qu'on a eue pendant la phase d'apprentissage. Dès lors, je me pose la question, si dans le TOT, au niveau de nos retours d'expérience, test expérience, donc on a un retour d'expérience, si en fait on ne biaise pas ce qu'on pense être capable de faire par rapport à quelque chose qu'on projette et par rapport au travail qu'on a fait avec l'autre, vis-à-vis d'une réalité qui se passera sur le terrain. C'est pour ça que, pour l'instant, en tout cas, j'ai toujours cette notion à dire, non, on rentre plutôt dans le dur, avec des vraies problématiques, avec des vrais trucs qui vous ennuient, vous emmerdent, etc. Et on voit comment va se passer cette partie de la session, ou cette partie technique qui est proposée, ou carrément le thème global du séminaire. En tout cas, c'est intéressant qu'ils puissent proposer cette idée-là, même si la notion très projective de ce que je vois là dans sa vision, dans son formalisme de NLP, ne répond pas tout à fait à ce que moi j'ai déjà pu observer et à ce que j'applique. Mais bon, l'intérêt de cet apprentissage-là est justement de me dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais rajouter ou transformer. La deuxième partie, c'est modéliser son génie personnel. Donc là, on est encore dans une mouvance très très projective. Et c'est peut-être ça là qui parfois me plaît pas forcément. Je trouve, plus j'avance dans cette manière de voir la PNL, en tout cas comment il la propose à du monde, hein. Là, on est vraiment en train d'être dans un mode d'enseignement. Je trouve que c'est que des « et si ». En gros, si on reprend le modèle de base, present state, l'état présent, l'ensemble des outillages et tout ce qu'on met en pratique, égale vers desire state, donc l'état désiré. Et j'ai trop l'impression qu'il reste sur une perception ou une projection constante d'un futur ou de ce que devrait être l'état désiré, sans traiter réellement ce qu'il y a dans l'ici et maintenant. Même si, bien sûr, au travers des exercices, ça doit nous permettre d'avoir cette notion-là. Mais cette notion de projectif qu'il y a tout le temps, mettez-vous sur une ligne du futur ou mettez-vous à la place 2, etc., reste tellement projectif qu'il y a quelque chose qui me turlupine, qui me dérange. Alors là, dans cette notion des patterns de génie personnel, ça a été décrit dans un bouquin que Delosier et Grinder ont écrit ensemble, qui s'appelle Turtle All the Way Down. Et donc c'est un bouquin de 87. La première notion, c'est... Alors attendez, hop, je vais tenter de vous le mettre. Peut-être que ce sera plus sympa comme ça. La capacité de diriger facilement l'attention sur les expériences provenant de l'environnement extérieur. 2. La capacité de représenter et de maintenir un groupe vers les bons résultats. La capacité à utiliser plusieurs positions perceptives. L'utilisation constante de l'imagination, en particulier imagerie visuelle construite. L'utilisation fréquente du cadre comme si. Une interface bien développée entre le conscient et le processus inconscient. La capacité de couper et de décomposer facilement
et la possibilité de le déplacer entre différentes tailles d'informations. Voilà, c'est ce que je vous disais hier avec le shrink up, shrink down. Pour les gens qui travaillent un petit peu en auto-hypnose, ou pour les personnes qui bossent ou qui suivent un peu ce qu'on fait en Silva, etc., là on a quand même pas mal d'éléments qui sont intéressants. La capacité de diriger facilement son attention sur les expériences provenant de l'environnement extérieur. Ça on l'a vachement si on se met dans des transes et qu'on commence à être dans cette notion en méta, en train juste de percevoir de l'info. La capacité à représenter, à maintenir un groupe d'idées et ses résultats, bah ça aussi, c'est des projections qu'on est capable de faire en auto-hypnose de façon assez intéressante. La capacité à utiliser plusieurs positions perceptives, c'est des éléments que vous faites tous plus ou moins naturellement. L'utilisation de l'imagination, le tout pluten, le comme si, on l'a souvent, etc., etc. Vous voyez que c'est des choses que vous connaissez déjà, que vous avez déjà utilisées et que vous êtes apte complètement à gérer dans vos démarches, qu'elles soient personnelles ou bien sûr là dans un cadre de partage d'informations et d'enseignement. Donc, modéliser son propre génie personnel. Donc, il y a des questions. Où est ton intention? Comment vas-tu? Alors, attendez, je vais vous le refaire comme ça. Ça sera plus simple. Ce sera pas très bien traduit, mais c'est pas grave. Hop, ça marche plus. Où est ton attention? Comment faites-vous des arrangements pour faire un résultat bien formé? Comment utilisez-vous les percepteurs multiples? Comment utilisez-vous votre imagination et imagerie mentale? Comment utilisez-vous votre cadre fait comme si? Comment organisez-vous et gérez-vous l'interaction entre le conscient et le subconscient? Bref, en gros, on se pose des questions par rapport à tout ça et comment et quand vous coupez. Et en gros, shrink up, shrink down, donc vous détaillez les choses. Ouais, parce que hier on était avec Judith justement qui nous faisait tout un exercice sur le génie intérieur. Et là encore, mais ça reste à nouveau un problème sémantique pour moi. Du génie, je trouve que c'est tellement excessif en termes de sémantique que ça ne me parle pas du tout. Pour moi, des génies, j'en connais très peu et vraiment il y a quelque chose d'à part. Et c'est pas un truc hyper projectif. Alors que je sais que chez Diels, c'était une de ses grandes passions, étudier les génies pour voir comment ils fonctionnaient et donc dès lors pour créer une espèce de cartographie. Mais ce mot-là, moi, me convient pas du tout. Le génie intérieur, j'y crois très très moyen. Déjà, si on avait un tout petit peu d'intelligence, ça serait déjà pas mal. Alors le génie, j'ai du mal. Donc, l'autre et le dernier élément de ces sessions, c'est faire des démonstrations. Donc ce qui est logique, hein, on a cette notion à se dire, bah, on va designer des exercices, on va aussi nous se rendre compte quelles sont, en reprenant basiquement hein, nos compétences et nos qualités. Et là, c'est pour faire des démonstrations. Donc, on revient dans la composante du programme de base avec le setup, la présentation, la mise en action, les activités d'apprentissage, les discussions et les retours, les évaluations. La démonstration, le but d'une démonstration est de montrer clairement par des exemples des étapes d'un processus particulier et de modéliser les compétences nécessaires pour faire face aux problèmes potentiels qui peuvent survenir. Avant la démonstration, l'information va généralement fournir le cadre ou le contexte de l'activité et puis potentiellement le démontrer verbalement, visuellement, expliquer les étapes de base de la procédure. Pendant la démonstration, les opérations du formateur impliqué montreront comment utiliser les outils et les instruments, démontreront les compétences et les procédures, modélisent une performance, un exemple efficace et offrent des suggestions et des conseils. Ouais, bon là encore, on n'est pas dans des trucs très compliqués à se rendre compte. Après, il y a une série de questions qu'on peut se poser. Quels sont nos objectifs? Qu'utiliserez-vous comme preuve pour savoir que vous avez atteint vos objectifs? Que ferez-vous pour atteindre vos objectifs? Là, on est dans les questions très 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 basiques du TOT et de la PNL de façon générale. Donc, oui, en gros, c'est quelles sont les sources et les ressources que l'on a
comment nous, on va les gérer, les driver, les orienter, vers quelle intention, pour que ce soit le mieux compris possible dans la démonstration avec les personnes qui regardent. Ouais, ce dessin, je trouve qu'il n'a pas d'intérêt, et celui-ci, ça revient à peu près à la même chose. Donc les 3 connexions positives, son centre, les ressources nos terrains de ressources et l'intention. Ouais. Là, on en a un petit peu moins parlé de faire des démos. Ce matin, non, ce matin, c'était Judith Lowe et c'était pas son sujet ce matin. Donc en plénière, on n'en a pas vraiment papoté. Ah si, on en a un petit peu papoté. Oui, justement ce matin avec la plénière où il proposait de comment faire des démos. Mais là encore, je trouve que ça manque. Alors c'est peut-être mon côté hypnotiste, mais de travail sur la sélection des personnes avec qui on peut faire des démos pour que la démo elle soit intéressante pour des gens. Alors nous on sait très bien qu'en hypnose il y a souvent ces notions-là vraiment purement basiques de voir les personnes qui sont assez suggestibles pour que ce soit intéressant. Moi je pense que c'est pas quelque chose de nécessaire à faire, mais ça dépend de la taille du groupe. Quand on a un petit groupe, ce qui est cool c'est qu'on a déjà un peu écouté les personnes dès le matin, qu'on sait un peu comment ça fonctionne, on les a vu un petit peu travailler avec des petits exercices ou avec les questionnements, et ça peut être intéressant de faire parfois les démos sur les personnes qui sont les plus réticentes ou celles qui sont le moins dedans pour leur donner la possibilité d'expérimenter et pouvoir se dire tiens ça peut être intéressant, tiens en fait c'est un peu mieux que ce que je pensais, etc. Puisque bien sûr c'est normal, et notamment dans l'hypnose il y a beaucoup de doutes et les gens attendent quelque chose et ne vivent pas cette chose là, donc c'est intéressant de leur faire vivre quelque chose pour que ils se disent ah c'est mon point de référence. Et mon fantasme, par exemple, l'idée que j'avais d'eux, c'est pas ça. Ah, merde. Mais c'est pas grave. À partir du point de référence, l'idée parfois, et ça c'est ce qui parfois m'intéresse, c'est de réussir à faire comprendre qu'une transe c'est que ça, et qu'au fur et à mesure, au travers de l'autosuggestion qu'ils se font et de l'envie qu'ils ont de vivre une transe, ils arrivent à modifier leur expérience initiale vers une expérience qui répond davantage à leur propre vision de ce qu'ils avaient de l'hypnose. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais il y en a, ça leur permet de le faire, et ça donne un vrai plus, et ils sont super contents parce qu'ils se disent ok, je me rends compte qu'en fait ce que j'attendais de l'hypnose n'était pas une réalité quotidienne qui viendra comme ça quand je vais juste simplement faire de l'auto-hypnose ou travailler sur des choses assez légères. Il va falloir que je fasse un processus en interne. Et ça c'est cool de faire une démo pour justement leur permettre ça à un moment donné, et au fur et à mesure des jours de formation, continuer à appuyer et poser des questions à ce niveau-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à dire à ce niveau-là? Pas grand-chose. Non. Hier, sur un autre atelier, il y a eu pas mal de tensions parce qu'il y a des gens qui sont pas mal dérangés que pendant les sessions plénières, il y ait des démonstrations, justement. Le thème est intéressant. Parce qu'ils trouvent que... non, excusez-moi, qu'il y ait de la mise en pratique. Donc on n'a qu'une heure, une heure et demie de plénière. Or, parfois, il y a une demi-heure ou 40 minutes, une volonté de faire un maximum de pratique. Sauf que la plénière, c'est là où il y a vraiment les leaders qui partagent. Donc tu as Robert, Judith Delosier, Judith Lowe et Steakhouse, là. Et le truc, c'est que c'est souvent pris par... non pas des démos, mais des tests perso. Or, les ateliers ont pour but de nous mettre en application les choses. Donc, il y a des gens dans l'atelier qui disaient, mais déjà, on n'a pas vraiment le temps, et c'est quand même plus intéressant d'écouter les cours, ou d'écouter et d'observer la démarche et la démonstration, et la façon dont ils le font, plutôt que de rester complètement fermé et figé sur vous allez vous mettre à deux, et vous refaites un truc où le 3/4 du temps, il n'y en a qu'un qui le fait parce qu'on n'a pas assez de temps. Je trouvais le retour intéressant, et c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Si tu as une assemblée plénière, ça nous ramène un petit peu au cours à la fac qui était en amphi, et puis le reste après on a les TD, donc les travaux dirigés. Voilà pour aujourd'hui. Donc demain on passe sur la session 9 qui va être, hop, je vais enlever ça pour que ça ait un peu plus de sens, qui va être sur aligner son training
par rapport à ces différents styles, quoi. En tout cas, trouver plutôt ces différents styles de training, l'idée justement les différents styles possibles et gérer les compétences interculturelles. C'est vrai qu'effectivement, en fonction d'où on va enseigner, peut y avoir des choses qui n'ont pas forcément le même impact ou même qui peuvent être tabous dans certains endroits. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one.